Bonjour à tous, donc ravi de vous accueillir au nom du Conseil scientifique pour un nouveau jeudi scientifique de Foch, le premier de l'année. Donc meilleurs vœux à chacun, tous ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Et donc on va continuer cette année ce cycle de conférences qui a marqué son succès l'année dernière. On a la prochaine date sera le 20 mars et franchement, on a beaucoup de chance on sera ravis d'accueillir Alain Fischer qui nous propose un topo que j'ai déjà entendu et qui est vraiment voilà, on va prendre de la hauteur sur la médecine et la santé. Et voilà, je suis très content qu'il ait accepté de venir. Les autres dates, c'est le 12 juin et le 9 octobre. Le 12 juin, nous aurons le professeur Laurent Zidvogel, que il y a beaucoup d'entre vous connaissez, que tu connais évidemment, puisque vous vous retrouvez sur le microbiote, évidemment. Et puis, on aura le 9 octobre Philippe Amouyel, qui est professeur de santé publique à Lille et qui est neurologue et qui nous fera un topo remarquable parce qu'il fait toujours des topos remarquables. Donc, notez tout ça. Et pour ce qui nous occupe aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Philippe Langella. Philippe est directeur de recherche à l'INRAE. C'est un pionnier, je pense qu'on peut dire ça, de l'étude du microbiote et de son importance dans l'immunomodulation. Et il est à la tête aujourd'hui de l'Institut Michaelis, que certains d'entre vous connaissent et avec lequel on a la chance de travailler avec Vinciane Saint-Cric en particulier et Muriel Thomas. Donc, merci Philippe de nous parler des découvertes récentes concernant le rôle du microbiote dans l'immunomodulation finalement, avec des concrétisations, puisque maintenant on a des médicaments issus du microbiote qui sont utilisables. C'est ça. Donc, je te laisse la parole. Il faut que tu te mettes derrière le machin pour que les gens qui sont en ligne puissent… Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Florence de votre invitation. Tous mes meilleurs voeux de bonne et heureuse année à ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont en visio. Donc, je suis extrêmement content d'être ici. Et effectivement, je vais vous parler de ce qu'on a fait depuis quelques années, depuis sa découverte en 2008, autour de Faecalibacterium prausnitzii. Et je vais vous montrer comment, à partir de son identification, on en est maintenant à des essais cliniques chez l'homme. Donc, le titre de mon exposé, je l'ai un peu complété parce que j'ai considéré que c'était une bonne chose de rappeler que le microbiote intestinal pouvait être une source de probiotiques de nouvelle génération. Et effectivement, on a joué un peu avec Harry Sokol et moi-même. Avec Faecalibacterium prausnitzii, on a clairement joué un rôle de pionnier en termes d'utilisation du microbiote pour isoler, identifier, caractériser des probiotiques de nouvelle génération. Donc, je suis responsable d'un laboratoire au niveau de l'Institut Michaelis qui s'intéresse à toutes les interactions entre micro-organismes, bactéries, levures, commensaux et probiotiques avec l'hôte. Et je suis également directeur adjoint de l'Institut Michaelis et je suis en charge du département qui s'occupe des écosystèmes alimentaires et digestifs. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire en introduction. Donc là, vous avez une superbe vue du centre de Jouny en Josas, ici, qui n'est pas si loin que ça. J'ai mis une trentaine de minutes pour venir. Et donc, on est assez bien localisé parce qu'on est localisé entre Paris et Versailles. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça sera avec un immense plaisir. Voilà. Donc là, j'arrête. Voilà. Donc, le plan de mon intervention va être le suivant. Je vais vous parler des généralités sur l'homme et ses microbiotes. Je vais vous parler du microbiote intestinal en tant qu'écosystème dynamique et fluctuant. Ensuite, on aura toute une partie autour de la dysbiose et la rupture d'homéostasie du microbiote intestinal. Et enfin, je vous parlerai du microbiote en tant que source d'innovation préventive et thérapeutique en santé humaine. Et je conclurai. Donc, généralité sur l'homme et ses microbiotes. Donc, l'homme héberge plusieurs microbiotes ou consortia de micro-organismes composés de bactéries, de champignons, de levures et de virus.
Les niches écologiques de ces différents microbiotes présentent des caractéristiques spécifiques, dépendant des conditions type acidité, présence ou absence d'oxygène. Le microbiote intestinal, qui est le plus abondant, est ainsi très différent des autres. Les symbioses entre l'homme et ses microbiotes résultent de notre évolution et pourraient y avoir contribué. Donc, on peut considérer que l'homme est une interface d'écosystème caractérisée par des interactions, des flux de matière et d'énergie entre chacun des constituants et un équilibre dynamique au cours du temps et face aux perturbations. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, on est des hommes, des femmes, avec des microbes, des écosystèmes. Et déjà en 2012, on disait on n'est pas simplement des gens, on est un infâme mélange de microbes. Voilà. Donc ça, c'était en 2012. Donc, là, je vais vous montrer les différents microbiotes qu'on héberge. Donc, comme vous le voyez, on en a quand même un certain nombre. Et chacun des cercles, en fait, en couleur, ce que vous avez, c'est les genres de bactéries commensales. Donc, vous voyez que les compositions, en fonction de l'endroit où vous vous situez, les compositions des microbiotes vont différer. Comme je vous l'avais dit, ça dépend essentiellement des conditions spécifiques du lieu d'hébergement du microbiote. Et donc, le microbiote intestinal, ben, c'est l'écosystème le plus complexe du corps humain. Il est composé, je vous l'ai dit, de bactéries, d'archébactéries, de virus, de levures et de champignons. Et en fait, sur la balance le matin, il peut représenter entre 1 et 2 kg de notre poids corporel, puisqu'on héberge 10 puissance 13 micro-organismes. Chacun de nous a un microbiote qui est composé d'environ 150 espèces différentes. D'accord ? Sur les 150 espèces différentes, on va en partager dans la salle une vingtaine d'espèces. Et sinon, tout le reste fait partie, vous est spécifique et donc dépend de beaucoup de paramètres. Et on peut identifier, on a identifié à peu près aujourd'hui 1 millier d'espèces bactériennes issues du microbiote. Donc, le microbiote fécal, je vous l'ai déjà dit, c'est 10 puissance 11 micro-organismes par gramme. Ça représente à peu près 10 puissance 13 bactéries. Le microbiote est adapté, fonctionnellement stable, il est spécifique de chaque individu et il a des rôles en nutrition, physiologie, immunité et protection. Et en termes de répertoire génétique, c'est environ 100 fois notre génome. D'accord ? Si vous rajoutez le métagénome microbien, notre microbiote intestinal notamment, eh ben, c'est 100 fois notre génome. Et donc, vous voyez que le microbiote, eh ben, il se situe entre aliments et hôtes au niveau du tractus gastro-intestinal, notamment, comme on va le voir maintenant. Donc là, c'est juste pour rappeler bactéries, champignons, protozoaires, le virus. Voilà. Et donc, le microbiote intestinal, maintenant, on peut considérer que c'est une variable santé à considérer désormais au même titre que le génotype de l'hôte ou que le mode de vie. Et juste pour vous donner une idée, en fait, en termes de nombre de publications associées au terme microbiome, si vous tapez microbiote en 2018, vous aviez 36 000 publications. Là, j'ai tapé le mot microbiome hier soir, il y en a 188 000 en 2024. Donc, ça peut vous donner une idée de l'engouement autour du microbiote, donc, qui contribue de façon extrêmement significative à différents champs de recherche reliés aux organes, processus de l'hôte ou régime. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des bactéries intestinales, la plupart des bactéries qu'on héberge, elles sont localisées au niveau du côlon. Et donc, de ce fait, elles sont extrêmement sensibles à l'oxygène et elles sont très difficiles à cultiver. Donc ça a été très longtemps, on va dire, une limite à la connaissance du microbiote intestinal, puisque comme elles étaient très sensibles à l'oxygène, elles étaient difficiles à cultiver. Il fallait trouver les bons milieux de culture et les cultiver en chambre anaérobie. Donc là, vous avez un exemple de chambre anaérobie dont Micalis est largement doté. Et donc, ça peut expliquer pourquoi les connaissances sur le microbiote ont été un peu lentes tant qu'on avait des techniques basées sur la culture en boîte de pétri. Puisqu'on considérait qu'il y avait à peu près 30% des espèces qui étaient cultivables. Et donc, tout ça, ça a été réévalué grâce à des outils indépendants de la culture. C'est-à-dire qu'en 92, il y a eu une vraie révolution. Et en fait, on a commencé à
extraire l'ADN de nos fesses et en fait de séquencer l'ADN 16S qui code pour l'ARN ribosomal 16S. Et de cette façon-là, on a pu identifier la diversité bactérienne d'un microbiote intestinal. Et c'est là qu'on a découvert qu'on était très, très loin de la réalité avec nos techniques basées sur la culture sur boîte. Donc, la révolution, elle s'est faite déjà en 92-96. Et après, ce qui a vraiment révolutionné, c'est les techniques de séquençage massif. Et donc, à ce moment-là, on ne s'est pas contenté seulement de séquencer l'ADN 16S, mais on a également séquencé la totalité du génome du microbiote intestinal, ce qu'on appelle les banques métagénomiques. Et donc là, aujourd'hui, on a une parfaite connaissance du microbiote intestinal grâce notamment à toutes les analyses métagénomiques qui ont été faites. Donc là, je vous montre le développement en fait, des techniques de séquençage qui a donc fortement impacté sur le microbiote intestinal. Et donc, vous pouvez voir qu'à partir des années 2000, on va considérer qu'il y a eu vraiment un énorme boost, et notamment en 2006, grâce à la première étude métagénomique intestinale humaine qui a été publiée dans le monde. Et à l'époque, c'était Duško Erlich, un de mes collègues de l'INRA, qui était leader dans ce domaine. Donc, comme je vous l'ai dit, les différentes étapes, il y a eu le séquençage 16S, le métagénome, donc on séquence tous les génomes des bactéries dominantes d'un écosystème, et ces techniques-là, maintenant, elles sont appliquées à tous les écosystèmes qui nous entourent, hein, pas seulement au niveau du microbiote intestinal. Elles ont été développées au niveau du microbiote intestinal, mais maintenant, elles sont utilisées dans beaucoup de domaines. Et ce qu'on appelle le microbiome, en fait, c'est l'ensemble du contenu en gènes d'un microbiote. Voilà, alors le microbiote, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un écosystème dynamique qui évolue avec l'âge. En fait, le bébé dans le ventre de sa maman ne possède pas de microbiote et il va en acquérir un au niveau de la naissance. Alors, selon que la naissance se fait par voie basse ou par césarienne, il ne va pas du tout avoir le même microbiote. Avec une naissance par voie basse, il va récupérer une partie du microbiote vaginal de sa maman. Et en fait, on va dire qu'à ce moment-là, le bébé est plutôt mieux armé pour développer son système immunitaire. Il a un microbiote qui correspond à quelque chose qui va lui donner lieu à un bon développement immunitaire. Au niveau des microbiotes des bébés nés par césarienne, là maintenant, il y a des techniques qui permettent justement de compléter les manques au niveau microbiote intestinal des bébés nés par césarienne. Et donc là, vous voyez également que selon le mode de nourriture, si il est nourri au sein ou nourri avec des formules infantiles, il ne va pas avoir le même microbiote. Au niveau ensuite passage à la nourriture solide, vous voyez que là aussi, son microbiote va évoluer. Selon les traitements, alors à l'adolescence, selon les traitements antibiotiques ou selon l'alimentation, vous allez avoir un microbiote extrêmement différent aussi au niveau des espèces. Et de la même façon, chez les adultes, selon que vous êtes en bonne santé ou obèse, vous n'aurez pas le même microbiote. De la même façon, chez les personnes âgées. Voilà. Donc, les microbiotes diffèrent également en fonction des tissus. Ça, je vous l'ai déjà montré. Et en fait, pour classer les bactéries, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut passer du règne à la souche individuelle, effectivement. Et donc, dans le cas de la souche qui va nous intéresser, donc le genre, c'est Faecalibacterium, l'espèce, c'est Prosnitzi, et on s'est plus particulièrement intéressé à une souche qui est la souche A2-165. Donc, la diversité phylogénétique du microbiote intestinal, on peut considérer qu'en fait, il y a deux phyla majeurs qui ont récemment changé de nom, mais là, j'ai gardé l'ancienne terminologie. Donc, en fait, vous avez les Firmicutes qui sont essentiellement des bactéries Gram+, et les Bacteroidetes qui sont essentiellement des bactéries Gram-. Et ces deux phyla majeurs représentent entre 80 et 90% du microbiote. Donc, je vous ai dit qu'on avait identifié à peu près 1 millier d'espèces bactériennes. Donc, les bactéries qu'on connaît bien, en fait, dans notre vie de tous les jours, par exemple, les bifidobactéries, font partie du phylum des actinobactéries. Les Escherichia coli fait partie du phylum des protéobactéries. Et notre bactérie
est un Firmicutes et c'est parti du groupe des Clostridium leptum. Voilà. Hop. Le microbiote intestinal, ce qu'il faut voir, donc là, ce que je vous ai représenté, c'est chaque rond représente un individu, chaque couleur symbolise un tissu. Par exemple, en orange, c'est l'oral, en mauve, c'est urogénital. Et plus les points sont proches, plus les microbiotes se ressemblent. Et donc, vous voyez bien que les microbiotes oraux, urogénitaux, cutanés et nasaux sont plutôt rassemblés, alors que le microbiote gastro-intestinal, lui, est plutôt très spécifique et il s'éloigne des 4 autres microbiotes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, il est spécifique d'un individu à l'autre, comme on peut le voir ici avec les différents individus et les compositions en genre, donc vous voyez, de chaque microbiote. Mais ce qui est caractéristique, c'est que, en fait, ce microbiote intestinal va différer d'un individu à l'autre, mais il est similaire fonctionnellement parlant. Et donc, vous voyez que si on raisonne en termes de fonction du microbiote, selon les individus, le microbiote va assurer les mêmes fonctions en dépit de compositions différentes. Donc, ce qui veut dire que dans le microbiote intestinal, les bactéries, il y a une redondance de fonctions parmi les bactéries du microbiote. Comme je vous l'ai dit, le microbiote intestinal, il va varier le long du tractus digestif, essentiellement du fait du pH, mais également de la présence d'oxygène. Et vous voyez que les concentrations les plus élevées au niveau du tractus gastro-intestinal, elles se situent au niveau du côlon avec un pH relativement favorable à la croissance bactérienne, entre 5 et 7. Et c'est là que vous avez à peu près 10 puissance 11 bactéries par gramme de fesses. D'accord? Donc, comparé à l'estomac, où vous avez un pH entre 1,5 et 5, et vous avez une concentration entre 10,2 et 10 puissance 3. Donc, ça, c'est une autre représentation du fait que la composition du microbiote intestinal varie le long du tractus digestif. Et vous voyez qu'il varie non seulement en termes de niveau de population, mais également en termes de bactéries selon qu'elles supportent plus ou moins bien l'oxygène. Et donc, là, vous voyez qu'effectivement, ici, vous allez avoir des bactéries qui sont sensibles à l'oxygène, alors que là, vous avez des bactéries qui peuvent mieux supporter l'oxygène. Donc, en termes de conclusion sur la composition du microbiote intestinal, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous ai dit déjà qu'au niveau des adultes, environ 80% des phylotypes appartiennent à 3 phyla, donc qui sont les Bacteroidetes, les Firmicutes et les actinobactéries. On a plus de 80% des séquences des échantillons d'adultes, 90% chez les seniors qui ne sont pas représentés dans des collections de souches, mais ça va devenir de moins en moins vrai parce que je vous avais parlé des techniques en fait de séquençage au débit qui ont permis d'avoir accès au métagénome. Et là, maintenant, on a des techniques dites de culture omique à haut débit. Et donc là, notamment sur le centre de Jouy, j'ai été chargé de mettre en place une plateforme de culture omique à haut débit. Donc, on a eu à peu près 2,5 millions pour cette plateforme. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir isoler de façon massive et à haut débit énormément de bactéries, les caractériser, les identifier. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment dans le monde, j'ai notamment mon collègue Thomas Clavel à Aix-la-Chapelle qui a développé une telle plateforme et il a isolé et caractérisé beaucoup de souches, donc c'est de moins en moins vrai. Donc, une grande fraction des phylotypes dominants sont spécifiques à un individu. Une petite fraction est retrouvée chez tous les individus et constitue ce qu'on appelle le corps phylogénique, ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on avait entre 15 et 20 espèces communes. Certaines espèces seraient des espèces fondatrices, présentes chez la majorité des individus et dont l'absence serait associée à des pathologies. Donc là, je vais vous parler de Faecalibacterium prosnitzi, mais il y en a d'autres, notamment Akkermansia mucinifila. Donc, le microbiote de la colonisation à la naissance, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, dès la naissance, dès le mode d'accouchement, on sait déjà que le microbiote du nouveau-né va être différent. Ensuite, au niveau de savoir si sa maman a reçu des antibiotiques ou pas,
là aussi, il va y avoir une incidence. Au niveau du lieu de naissance également, des cultures, des traditions, de la génétique, de l'âge gestationnel et ensuite de l'alimentation. Donc tout ça va jouer un grand rôle au niveau de la composition du microbiote. Et c'est un écosystème qui se façonne progressivement et c'est un des seuls domaines dans la vie où on peut considérer être adulte à l'âge de 2-3 ans. On va dire que notre microbiote a atteint la composition qu'il aura par la suite à 2-3 ans et vous voyez qu'en fait, ça évolue relativement rapidement. Voilà, avec une diversité bactérienne qui augmente en fonction de l'âge. Donc ça, c'est une très vieille diapo, 2005, et en fait, je la conserve parce que une des caractéristiques du microbiote, c'est sa résilience. C'est-à-dire que c'est une sorte d'empreinte digitale, et si, par exemple, vous subissez une coloscopie, que vous avez un traitement au PEG qui va détruire votre microbiote à 98%, vous prenez la composition de votre microbiote avant votre coloscopie et le traitement au PEG, vous revenez 2-3 mois après, peu ou prou, vous avez récupéré la même composition de microbiote intestinal à condition que vous n'ayez pas changé votre mode de vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et la résilience, ça avait déjà été mis en évidence par des collègues en 2005. Ils avaient déjà pu démontrer qu'avec des antibiotiques, vous perturbiez la composition de votre microbiote intestinal, mais ce qu'ils avaient pu montrer également, c'est qu'en fait, après 2 mois, en fait, le microbiote retrouvait sa composition initiale. Donc, on peut considérer que notre microbiote fécal humain est résilient suite à un stress modéré, par exemple une antibiothérapie. Voilà. Donc, notre microbiote, on appelle notre microbiote commensal, ce qui veut dire qu'on est tous à la même table et on mange ensemble. Et en fait, en fonction de votre régime alimentaire, vous allez avoir des compositions de microbiote qui vont différer entre des carnivores, omnivores et herbivores. Et Jeff Gordon, qui a été un autre pionnier du microbiote intestinal, en fait, lui, c'est un des premiers à avoir démontré, par exemple, que chez les obèses, le microbiote intestinal était complètement différent des personnes minces. Donc voilà. Et il avait fait également, il y a maintenant une quinzaine d'années, il avait fait une autre découverte. Il avait comparé en fait le microbiote d'enfants du Burkina Faso avec des enfants européens. Et il rappelait que l'alimentation des enfants du Burkina Faso était caractérisée par peu de calories, beaucoup de fibres, et celle des enfants européens était caractérisée par beaucoup de calories et peu de fibres. Vous pouvez voir qu'en fait, en termes de distribution des grands groupes bactériens, on n'a pas du tout la même chose. Donc, la distribution des grands groupes bactériens d'un microbiote intestinal est très largement influencée par le mode d'alimentation. Donc, aujourd'hui, on peut considérer que l'écosystème humain est à l'origine de nouveaux concepts. On peut considérer que tout ce qu'on est en train de découvrir autour du microbiote intestinal peut avoir des implications majeures dans la prévention et le traitement de pathologies. Et donc, là, je vous ai juste montré, en fait, sur cette diapositive, tous les effets qu'on peut observer au niveau d'un microbiote. Donc, il peut y avoir au niveau santé des effets locaux, stimulation de l'angiogénèse, le développement et la maturation du système immunitaire, comme j'ai évoqué au niveau des nouveau-nés. On peut avoir une protection contre des atteintes épithéliales, une résistance contre des pathogènes. Donc, tout ça, c'est des effets locaux. Ensuite, on peut avoir des effets distaux, donc modulation de la masse osseuse, modification du système nerveux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'axes qui sont définis, notamment l'axe gut-brain, intestin-cerveau. Donc, en fonction de la composition de votre microbiote intestinal, on regarde aussi ce qui se passe, par exemple, chez les autistes et chez les gens qui sont atteints de désordres neurologiques. Donc, c'est ce qu'on appelle des effets distaux. Et ensuite, on a une grosse implication du microbiote au niveau du métabolisme, donc au niveau de la stimulation du stockage lipidique, de la dégradation de composés alimentaires,
de la biosynthèse de vitamines et d'acides aminés et du métabolisme des médicaments. Et donc ça, je vais en parler en fin de mon exposé et Laurence Zitvogel, le 12 juin, vous en parlera largement parce que en fait, je crois qu'aujourd'hui, les découvertes majeures qui ont été faites, elles ont été faites notamment par Jennifer Wargo à Boston et par Laurence Zitvogel à l'Institut Gustave Roussy, ça a été d'observer qu'en fait, que l'efficacité des immunothérapies était dépendante de la composition du microbiote intestinal. Ils se sont aperçus en fait qu'il y avait des inégalités chez les patients en termes d'efficacité de l'immunothérapie. Ils ont pensé à regarder le microbiote et ils se sont aperçus qu'effectivement, le microbiote, il participait au métabolisme des médicaments et donc à l'efficacité notamment de l'immunothérapie. Donc ça a été la première démonstration et aujourd'hui, c'est démontré dans beaucoup d'autres traitements. Donc, les conclusions sur les activités du microbiote sont les suivantes. Les fonctions du microbiote sont à l'interface entre l'alimentation, l'hôte et les autres bactéries. L'activité métabolique de notre microbiote est énorme et elle équivaut à celle de notre foie. Le microbiote donc participe à notre santé digestive en nous protégeant, nous aidant à digérer, en participant à la maturation de notre immunité. Il est acteur de la maturation postnatale de notre système immunitaire, comme je vous l'ai déjà dit. Et les métabolites produits par le microbiote sont source d'énergie, de signaux au niveau intestinal et extra-intestinal. Et le microbiote, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en contact au niveau du tractus gastro-intestinal avec le premier pool de cellules immunitaires et le deuxième pool de cellules neuronales, d'où les aspects. Ah, il y a autre chose que j'ai oublié de vous dire au niveau des axes intestins avec d'autres organes. Il y a également l'axe intestin-poumon qui aujourd'hui est en plein boom également. Donc, j'en toucherai un mot dans la suite. Donc, le microbiote est un organe dont l'activité contribue à notre santé et notre bien-être. Donc là, je vous ai juste, pour clore tous les aspects sur le microbiote, je vous ai juste fait un panégyrique de tous les quelques bouquins qui sont sortis autour du microbiote, notamment Le charme discret de l'intestin, donc par Julia Enders, avec de magnifiques dessins faits par sa sœur. Donc, ce bouquin a fait beaucoup pour populariser les notions de microbiote. Et là, vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Je vous conseille aussi ceux de mes collègues Gabriel Perlemuter et Anne-Marie Cassard sur les bactéries, des amis qui vous veulent du bien. Et enfin, j'en ai deux autres de mes collègues et amis gastro-entérologues. Donc, celui d'Harry Sokol, qui est un de mes plus chers collègues. Donc, il a été contacté par un dessinateur et ils ont fait une BD sur les extraordinaires pouvoirs du ventre. Et Julien Scanzi, qui est un de mes collègues gastro-entérologues de Clermont aussi, a écrit un bouquin qui s'appelle Incroyable microbiote et qui est très bien. Et je vous conseille également de suivre les posts sur LinkedIn de Julien Scanzi parce que je crois qu'il a un vrai talent au niveau de la pédagogie et c'est vraiment très, très bien. Donc ça, je ne peux que vous conseiller d'aller suivre les posts de mon collègue Julien Scanzi. Donc là, on va passer à la deuxième partie de mon exposé où on va parler en fait des liens entre dysbiose, rupture d'homéostasie et notre santé. Donc, en fait, une dysbiose, ça va être la modification de la composition du microbiote intestinal. Donc, quand vous êtes en bonne santé, de façon extrêmement schématique, on va considérer que vous êtes dans une situation d'eubiose ou normobiose, et donc vous avez un équilibre, une homéostasie entre l'hôte et votre microbiote. Donc, on va dire que vous avez un bon équilibre entre ce qu'on peut appeler en bleu les good guys, donc les symbiontes, et en rouge les bad guys, qui sont les pathobiontes. D'accord? Donc là, c'est en situation normale. Et on va dire qu'en dysbiose, vous avez une rupture d'homéostasie, donc les bad guys vont prendre le dessus sur les good guys. D'accord? Donc ça, c'est le concept. Donc aujourd'hui, il est beaucoup discuté parce qu'en fait, il est basé sur la définition de ce qu'est un bon microbiote. Et quand vous ferez un peu de biblio sur le microbiote intestinal, vous verrez que ça, c'est pas facile. Donc là, c'est un peu simplifié, mais effectivement, il n'est pas si évident que ça d'identifier ce qu'est un bon microbiote. Ce
ce qu'on peut dire assez rapidement, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne diversité bactérienne et qu'il faut qu'il y ait un bon niveau de population dans les keystone species que j'ai nommés, type S-Pro et Akkermansia mucinifila. Mais on va dire que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on va en rester à ce stade-là. Donc ça, c'est une autre façon de vous représenter rupture de l'homéostasie et donc dysbiose. Donc, à l'eubiose, vous avez un état d'équilibre entre le microbiote et son hôte. Vous êtes dans un état dit physiologique. La dysbiose, vous allez avoir une altération de la composition du microbiote. Donc, vous allez avoir plutôt une augmentation de groupes ou d'espèces bactériennes considérées comme délétères, bad guys, une diminution du groupe ou espèces bénéfiques dit good guys, et une diminution également de la biodiversité ou richesse microbienne. Donc, ce qui se qualifie, ce que je vous avais dit, ce qui qualifie un bon microbiote. Et donc là, on va se trouver confronté à des états physiopathologiques. Et donc, on est en 2025, donc il y a 21 ans, mon collègue Laurent Baugerie, en fait, à l'hôpital Saint-Antoine, avait été le premier à mettre en évidence, chez des enfants atteints de diarrhée associée aux antibiotiques, une dysbiose de leur microbiote. D'accord ? Donc, suite à ça, ils sont allés examiner le microbiote de patients atteints de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique. Et là aussi, on a été parmi les premiers à mettre en évidence qu'il y avait effectivement une dysbiose chez ces patients. Alors après, depuis, là, la liste n'est pas exhaustive, mais vous voyez que j'ai beaucoup travaillé avec mes collègues Czemek Bersik et Elena Verdu à McMaster University, et eux ont été les premiers à mettre en évidence des dysbioses au niveau de troubles comportementaux. Ensuite, vous voyez qu'au niveau de l'obésité, diabète de type 1, type 2, maladie cœliaque, allergie, autisme, cancer colorectal, infection HIV, mélanome et plus récemment, les infections grippales et infections au Covid également, qui nous ont amenés à faire des expérimentations au niveau du labo qui ont abouti sur effectivement des résultats qui étaient plutôt inattendus et plutôt positifs. Donc, en traitant des souris infectées soit au SARS-CoV-2, soit avec un influenza virus, et on les a traitées avec notre bactérie modèle, c'est Calibacterium prosnitzii, on a eu des résultats particulièrement remarquables chez la souris. Donc, il y a deux constantes observées dans ces dysbioses, une baisse de la diversité bactérienne et une disparition de bactéries commensales bénéfiques comme Faecalibacterium ou Akkermansia. Et ça s'accompagne également d'une perméabilité intestinale accrue et de l'installation d'une inflammation de bas grade au niveau du tractus gastro-intestinal. Donc, l'œuf, la poule, ça reste encore une autre question également. Qu'est-ce qui génère la baisse de diversité ou l'augmentation de la perméabilité et l'inflammation de bas grade? Ça, on va dire que c'est plutôt du cas par cas. Ça, c'est les deux constatations qu'on observe si vous avez une dysbiose. Voilà. Donc, les pathologies associées à une dysbiose du microbiote intestinal, c'est là ce que je voulais vous montrer, c'est déjà ce que je vous ai listé, mais là, c'est classé plus en désordre fonctionnel. Donc, vous voyez qu'en désordre fonctionnel, on peut avoir l'IBS, syndrome de l'intestin irritable, constipation, diarrhée, ballonnement, des malabsorptions. Au niveau des désordres associés à une inflammation, vous avez l'obésité, le syndrome métabolique, diabète de type 1, type 2, cirrhose et maladie inflammatoire chronique intestinale et infection. Et enfin, comme je vous le disais, désordres associés à l'axe intestin-cerveau, il y a satiété, autisme et sclérose en plaques. Voilà. Donc, en fait, suite à ces constatations, il y a pas mal de stratégies préventives et thérapeutiques qui ont pu être imaginées. Donc, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'au niveau d'une dysbiose aussi, ce qu'on observe, comme je vous l'ai dit, l'équilibre entre symbionte et pathobionte correspond aussi à un équilibre immunologique qui est détruit par la prolifération en fait de pathobionte et l'instauration d'une inflammation. Donc, là, je voulais juste vous rappeler les rôles du microbiote intestinal en santé humaine. Donc, comme je vous l'ai dit,
il a un rôle dans les fonctions de barrière, les fonctions métaboliques, les fonctions humaines, protection contre les pathogènes, axe intestin-cerveau. Là, c'est les maladies dans lesquelles le microbiote semble avoir un effet. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser toutes ces données pour essayer d'identifier des probiotiques de nouvelle génération? Donc, le microbiote, on peut l'envisager donc comme une source d'innovation santé. Ça peut être utilisé comme un outil de dépistage et de stratification. Ça peut être utilisé comme une source de nouvelles bactéries et molécules d'intérêt. On peut essayer de le moduler par l'alimentation, donc par l'alimentation normale avec des fibres, des probiotiques, des prébiotiques. Et on peut aussi le considérer comme un médicament par lui-même. Donc, vous n'ignorez pas, par exemple, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais que les infections récurrentes à Clostridium difficile, aujourd'hui, il y a un seul traitement qui est fonctionnel, c'est le transfert de matière fécale. Donc, le transfert de matière fécale, c'est quelque chose qui fonctionne bien chez les patients atteints d'infections récurrentes assez difficiles, mais il pose également des problèmes parce que, en fait, il faut déjà que vous trouviez les donneurs de bons microbiotes. Là, on revient à la notion de définition d'un bon microbiote. Et donc, comme cette définition n'est pas du tout évidente à mettre en place, il y a beaucoup de principes de précaution qui font que sur 100 donneurs potentiels de matière fécale, aujourd'hui, il y en a 2% qui sont retenus. Donc, ça ne fait pas beaucoup et ce n'est pas du tout facile de trouver des donneurs de bons microbiotes, entre guillemets, pour les gens atteints d'infections récurrentes assez difficiles. Et c'est pour ça qu'on s'est également penché sur la question. Donc ça, je ne vais pas en parler non plus aujourd'hui, mais avec notre bactérie, on a fait des essais chez la souris dans des modèles d'infections assez difficiles et on a obtenu des résultats significatifs, positifs, qui ont convaincu en fait les investisseurs de la start-up que j'ai montée avec Harry à faire un test chez l'homme avec notre bactérie chez des personnes infectées à Clostridium difficile. Voilà. Donc, les interventions nutritionnelles pour restaurer le microbiote, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire appel à des probiotiques, à des prébiotiques, qui sont des fibres qui sont digérées par notre microbiote intestinal, mais pas par nous, d'accord? Et donc, vous pouvez également faire un mélange de probiotiques et de prébiotiques, et là, on est face à des symbiotiques. Donc là, assez rapidement, je vais vous rappeler ce qu'est un probiotique, en vous rappelant que c'est Ilya Ilyich Mechnikov qui a été le premier à introduire le terme de probiotique, à avoir l'idée d'utiliser des bactéries pour lutter contre des désordres gastriques. Et donc, ça a été le premier à commercialiser en fait des tablettes de lactobacilles lyophilisées. Et ça, il a fait ça quand il était en stage à l'Institut Pasteur. Voilà. Donc, les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, produisent un effet bénéfique pour la santé de l'hôte. Et donc, les probiotiques les plus connus, c'est essentiellement soit des lactobacilles, soit des bifides. Il y a également d'autres bactéries lactiques comme les Strep salivarius que vous allez retrouver dans le yaourt ou certaines espèces d'entérocoques et d'autres bactéries donc, que vous allez pouvoir retrouver dans l'alimentation, les compléments alimentaires et qui sont supposés avoir des effets bénéfiques. Il y a seulement 2 probiotiques en France qui sont vendus sous forme de médicaments. Donc, c'est l'ultralevure, Saccharomyces boulardii, qui a longtemps été commercialisé par Biocodex, mais maintenant c'est un produit générique. Et il y a le Lactobacillus rhamnosus LCR35, qui était commercialisé par Biose et qui maintenant est commercialisé par l'INEA. Attention, les effets sont dépendants des souches et des matrices. Donc là, je ne vais pas m'attarder, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Juste pour vous dire qu'il y a un certain engouement au niveau des probiotiques, puisque entre 2000 et 2022, il y a eu 40 000 publications et 2000 essais publiés. Donc, les principaux effets santé des probiotiques, c'est la digestion du lactose, la modulation du système immunitaire, l'inhibition de pathogènes, l'intégrité de la barrière intestinale et la modulation du microbiote intestinal. Donc, de nombreux effets ont été établis grâce à des essais cliniques randomisés, mais
le niveau de preuve pour la majorité des probiotiques, on va dire, est extrêmement limité. Et l'Agence européenne de santé, de sécurité des aliments a attribué qu'une seule allégation santé à un produit probiotique, c'est le yaourt. Le yaourt, du fait que les deux bactéries qui sont présentes dans le yaourt, Strepthermophilus et Lactobulgaricus, vont dégrader le lactose. Et si vous êtes intolérant au lactose, ben à ce moment-là, vous pouvez manger un yaourt où le lactose est dégradé et donc il y a un réel effet bénéfique lié aux bactéries. Voilà. Donc, là, c'est juste pour vous résumer le type de produit dans lequel vous allez pouvoir retrouver des probiotiques classiques. Donc, vous en avez dans les produits alimentaires, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de compléments alimentaires pour lesquels il n'y a pas beaucoup de preuves de leurs effets qui ont été mis en évidence. Je crois qu'il y en a pour le Bion 3 et pour le Lactibiane référence. Et les médicaments, bah, vous avez l'Ultralvur et le Bacillor, dont je vous ai parlé précédemment, avec les bactéries que vous retrouvez dans ces produits probiotiques. Donc, la question que j'avais posée tout à l'heure, c'était de savoir est-ce que les dysbioses pourraient être à la base de la sélection de probiotiques de nouvelle génération. On va dire que là, on a parlé des probiotiques traditionnels. Là, on va essayer de voir si on ne peut pas trouver des probiotiques de nouvelle génération. Donc, vous avez une stratégie classique qui consiste à partir de 50 à 100 candidats lactobacilles ou bifides, les passer dans des modèles cellulaires et animaux. Et à ce moment-là, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir trouver 1 à 3 nouvelles souches de probiotiques traditionnels. Là, à droite, c'est la stratégie qu'on a définie avec Harry en 2008. Et en fait, elle consistait à exploiter la mise en évidence de dysbioses en comparant ce qu'on a fait les microbiotes de malades de Crohn en rémission et les microbiotes de malades de Crohn en rechute. C'est ça qu'on a fait. Et d'identifier éventuellement une bactérie qui était chez les malades en rémission et pas chez les malades en rechute. Donc, de cette façon-là, on a pu identifier un candidat. Et ce candidat, ben, on a vérifié ensuite que l'hypothèse qu'on faisait qu'il puisse avoir des effets bénéfiques était vérifiée. Donc là, je voulais juste vous représenter ce qu'on appelle les probiotiques traditionnels, qu'on retrouve dans les aliments et compléments alimentaires, et là, ce qu'on appelle les probiotiques de nouvelle génération ou Life Biotherapeutics. Alors, contrairement aux probiotiques traditionnels, ils n'ont jamais été utilisés chez l'homme. Donc, on les héberge, mais ils n'ont jamais été administrés régulièrement chez l'homme. Donc ça, c'est ce qui fait la grosse différence et qui limite aujourd'hui encore leur utilisation dans beaucoup de pays. Donc, je vais partir de Faecalibacterium prosnitzi, dont je vous ai déjà abondamment parlé. C'est un Bacille Gram plus, c'est un membre du corps phylogénétique, donc il fait partie, comme je vous l'avais dit, des 20 espèces qu'on retrouve chez les personnes saines. C'est un membre majeur du groupe des Clostridium leptum. Il est producteur de butyrate. Donc, le butyrate, on va dire que c'est le carburant de nos cellules épithéliales et il a clairement des effets positifs très nets. Et elle est extrêmement sensible à l'oxygène. Et là, c'est la liste des quelques publications que nous avons faites depuis 2008 et notamment la dernière, là, dans Onco-immunologie, dont je vous parlerai à la fin de mon topo. Voilà, FPRO, membre du corps phylogénétique. Il y a 57 espèces sur les 1000 espèces identifiées qui sont présentes dans 90% des sujets testés dans le programme METAI. Donc là, vous avez Faecalibacterium prosnitzi et vous voyez qu'il fait partie des 18 espèces qui étaient présentes chez les 100% de sujets en bonne santé. Comment on l'a identifié ? Donc, on avait 20 malades de Crohn iléal actifs qui nécessitaient une chirurgie iléocécale. Et donc, on a analysé par biopsie et par fiche les patients. Et en fait, il y avait un groupe de patients qui n'avaient pas d'FPRO et un groupe de patients qui avaient FPRO. Donc, 6 mois après, on a fait une coloscopie pour distinguer les patients en rémission ou en rechute endoscopique. Et on a vu que le groupe en fait, qui avait FPRO était en rémission, alors que ceux qui n'avaient pas FPRO étaient en rechute. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a fait l'hypothèse que Faecalibacterium prosnitzi pouvait avoir des effets positifs. On a donc simulé chez la souris des inflammations, commencé à le faire avec des agents chimiques comme le TNBS, et donc on a vu notamment
qu'en termes de score macroscopique, ben, les souris qui étaient traitées soit avec la bactérie, soit avec le surnageant avec des scores macroscopiques très réduits, des scores histologiques très réduits, avaient des sécrétions de cytokines pro-inflammatoires très réduites et des sécrétions de cytokines anti-inflammatoires augmentées. Donc, sur cette base-là, on en a conclu qu'EFPRO avait des capacités anti-inflammatoires. Et donc, on a publié ce papier dans PNAS. Et donc, le titre du papier est assez évocateur, c'est que Faecalibacterium prosnitzi est une bactérie anti-inflammatoire commensale qu'on a identifiée par l'analyse du microbiote intestinal de malades de Crohn. Donc, c'est quelque chose de très simple. Mais comme on a été les premiers à faire cette comparaison, ma foi, après coup, on peut se dire que c'était assez trivial et assez simple, et bien notre papier, là, il est cité 4500 fois sur Google Scholar et 3100 fois sur Web of Knowledge. Moi, quand j'ai un papier qui est cité déjà 50 à 60 fois, je suis content. Donc là, c'est clairement exceptionnel, mais c'est parce que tous les gens qui font la même chose que ce qu'on a fait en 2008 nous citent. Voilà. Donc, c'est une des 10 publications les plus citées dans le domaine du microbiote. Et on peut dire que quelque part, ça a changé un peu nos vies professionnelles à Harry et moi, parce que suite à ce papier, on a quand même été invités un peu partout dans le monde, et du fait d'un truc qui, a posteriori, est relativement simple. Voilà. Il fallait juste y penser. Donc, EFPRO, maintenant, c'est un modèle de probiotique de nouvelle génération, et il y a plus de 2500 publications depuis 2008. On a pu, suite à ça, beaucoup de gens se sont mis à travailler donc, sur Faecalibacterium prosnitzi. Ils ont confirmé que Faecalibacterium prosnitzi était diminué chez les patients MICI, que le niveau de EFPRO avait une valeur prédictive chez les patients MICI au moment de l'arrêt de l'infliximab. Et donc, c'était prédictif d'une rechute clinique. C'est si vous aviez un taux d'EFPRO bas, vous aviez de fortes chances de rechuter, alors que si vous aviez un taux d'EFPRO élevé, vous aviez de fortes chances de vous maintenir en bonne santé. Donc, on peut considérer qu'EFPRO, c'est une bactérie impliquée dans les dysbioses, dans les MICI, mais maintenant dans beaucoup d'autres maladies digestives, notamment le cancer colorectal, le syndrome de l'intestin irritable, et on peut considérer que c'est un censeur de bonne santé intestinale. Là, notamment, à l'époque, on avait regardé si EFPRO pouvait avoir un impact sur la douleur abdominale, et donc la douleur abdominale et les syndromes de l'intestin irritable, on collabore avec Frédéric Carvalho et Sylvie Miquel à Clermont-Ferrand, qui ont un modèle de séparation maternelle des souris. Et en fait, le fait de séparer les souris 10 jours après leur naissance, 3 heures par jour de leur mère, en fait, ça a induit un stress qui induit des symptômes proches de ce qu'on observe dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc là, vous l'avez. Du jour 2 au jour 14, vous les séparez 3 heures par jour. Ensuite, vous faites, une fois qu'elles sont arrivées à 9 semaines, vous faites des gavages ou pas avec 10 puissance 9 d'EFPRO. Vous implantez au niveau de l'abdomen des électrodes et après, vous faites de la distension colorectale et vous regardez les résultats que vous avez selon les souris qui ont été séparées ou pas de leur maman. Et donc là, comme vous le voyez, en fait, le stress de séparation maternelle induit une hypersensibilité viscérale que vous voyez ici, non séparée, séparée. Et vous allez voir que les souris qui ont été traitées avec EFPRO, en bleu, n'ont plus cette hypersensibilité viscérale. D'accord ? Donc, ça a été une donnée. On avait d'abord déposé un brevet sur les effets anti-inflammatoires d'EFPRO et ensuite, on a déposé un brevet sur les effets antidouleurs d'EFPRO en 2014. Et donc, on a pu également démontrer que chez les souris séparées, vous aviez une augmentation de la perméabilité intestinale qui est revenue à un niveau normal chez les souris séparées traitées avec EFPRO. Voilà. Donc ça, si vous voulez en savoir plus sur Faecalibacterium prosnitzi, en 2023, on a publié une revue dans Fence Microbial Review. Et donc, vous avez à peu près tout ce qui a été fait dans notre équipe et par ailleurs sur Faecalibacterium prosnitzi. Et donc, la dernière chose que je voulais dire avant de passer à la création de notre start-up, c'est que je voulais dire qu'en fait, en 2024,
on a pu démontrer que F-Pro était protecteur chez des souris infectées par le virus de la grippe. Et on avait pu démontrer également qu'il était protecteur chez des souris infectées avec le SARS-CoV-2. Mais là, on a donc eu un effet sur la diminution de poids, on a un effet drastique sur la charge virale, et pour l'instant, on n'a pas la mécanistique. On imagine que c'est le butyrate qui est à l'origine de ces effets, mais pas seulement. Et donc, aujourd'hui, on a déposé un brevet également pour éventuellement utiliser F-Pro dans le cas de prévention ou d'infection par la grippe. Donc, les modes d'action de Faecalibacterium prosnitzi, en fait, je vous ai déjà parlé du butyrate. On a identifié une protéine qui s'appelle MAM, qui pourrait être un des effecteurs anti-inflammatoires. Et on sait également qu'au niveau de la paroi d'F-Pro, il y a des éléments qui peuvent éventuellement stimuler la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires. Donc là, je vais passer rapidement. Donc, on a identifié MAM en 2015. On a pu démontrer dans pas mal de modèles de colite chez la souris que MAM avait des effets protecteurs. Donc, sur un premier type de colite au DNBS et un deuxième type de colite au DSS. On a séquencé pas mal de nouvelles souches aussi isolées de Faecalibacterium prosnitzi. Et donc, on a publié en 2017 ces nouvelles souches et les nouveaux génomes. Voilà. Et donc là, je voulais passer pour la dernière partie de mon topo sur les possibles applications chez l'homme de ce qu'on avait trouvé sur Faecalibacterium prosnitzi. Donc, il y a 3 façons différentes d'exploiter nos travaux. On peut utiliser des prébiotiques et ou des probiotiques pour augmenter F-Pro. On peut utiliser F-Pro comme médicament ou complément alimentaire. Et on peut également utiliser des produits sécrétés par F-Pro comme la protéine MAM. Et donc, en fait, pour emmener Faecalibacterium chez l'homme, il fallait évaluer les effets d'F-Pro, comme je vous l'ai montré, sur les douleurs abdominales, perméabilité intestinale, pouvoir produire F-Pro sous forme d'un lyophilisa actif. Donc ça, ce n'était pas du tout simple. Déterminer son mode d'action, ce qu'on a fait avec MAM, et montrer l'absence de toxicité. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est le probiotique de nouvelle génération F-Pro, c'est aujourd'hui la première bactérie commensale testée chez des patients Mickey, et elle est testée sous forme d'un médicament de ce type-là, grâce à la création d'Excellium Biosciences. Parce qu'en fait, tous les travaux qu'on a fait sur les douleurs abdominales, on les faisait avec un partenaire pharmaceutique qui s'appelle Merck, et on avait obtenu un gros financement qui s'appelait un fonds unique interministériel, et l'objectif, c'était de développer un produit anti-IBS sur la base d'F-Pro. Et on avait beaucoup avancé, comme vous avez pu voir. Et puis, au bout de 3 ans, ils ont dit que ça ne les intéressait plus. Donc, on s'est retrouvé avec des résultats, des brevets, des publis. Et donc, moi, je revenais du Canada, chez Tchemek et Elena, et j'avais été entouré de collègues scientifiques qui avaient monté leur start-up. Donc, je suis allé voir la direction de l'INRA. Je leur ai dit, on a plein de brevets, plein de publis, on a une super renommée. Je pense qu'on doit pouvoir monter une boîte. Donc, ils m'ont dit, ouais, t'as qu'à y aller, mais sans beaucoup d'aide. À l'époque, c'était en 2016. Donc, on a d'abord testé 2 CIO, parce que si vous voulez monter une start-up, le premier conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut que vous trouviez le bon boss de la start-up, qui va être susceptible de comprendre ce que vous voulez faire et d'aller chercher des fonds. Donc, en 2016, on a créé la start-up. Pendant 2 ans, on s'est essayé avec 2 CIO qui n'étaient pas top. Et on en a trouvé un en 2018, Benjamin Adida, qui est toujours à la tête d'Excellium et qui a fait notre première levée de fonds en 2018. Et donc, les cofondateurs d'Excellium, c'est Harry, comme gastro-entérologue, moi, comme microbiologiste, et Patrick Gervais, comme producteur de bactéries anaérobies au niveau industriel. Il était patron à l'époque d'une unité qui s'appelle PAM à Dijon, et ils sont spécialisés dans les procédés anaérobies de production. Voilà. Donc, l'objectif d'Excellium, à la base, c'était proposer des approches complémentaires pour les patients Mickey. Les patients Mickey, ils ont des stratégies thérapeutiques actuelles, par exemple des anti-TNF-alpha qui ont comme but de réguler leur désordre immunitaire, mais il n'y a rien pour corriger l'altération du microbiote. Donc, nous, notre idée, c'est éventuellement de combiner des anti-TNF avec Faecalibacterium prosnitzi pour essayer de réguler en même temps
le système immunitaire et le microbiote intestinal. Donc ça, c'était l'idée de départ. Donc, on exploite en fait les propriétés immunomodulatrices de Faecalibacterium prosnitzi. Et aujourd'hui, Faecalibacterium prosnitzi a été la première bactérie commensale testée chez des patients Mickey. Et ça, on le fait depuis septembre 2022. Donc, on a fini maintenant la phase clinique, la phase 1, où on a pu tester l'innocuité de notre médicament. Donc, ça, c'est terminé. Et là, on va passer dans une phase 2. Voilà, donc ça a été, c'est ce que je dis, il n'y a pas eu de signaux particuliers. Donc, tout ça, ça a été validé. Et là, on vient de démarrer la phase 2. Donc là, c'est pareil, sur LinkedIn, vous pouvez vous abonner à Excellium et vous pourrez suivre en fait les progrès qu'on fait. Et là, dernièrement, on a posté le fait qu'effectivement, on allait commencer une phase 2 randomisée contre double aveugle, c'est-à-dire qu'on va avoir des patients Mickey qui ne sauront pas s'ils prennent FPRO ou un contrôle, et ceux qui jugeront de l'étude ne sauront pas ce qu'ont pris les patients qui traiteront. Voilà. Donc là, on vient de la commencer. Et là, je voulais terminer mon topo sur le rôle de Faecalibacterium prosnitzi en immunothérapie des cancers. Donc, je vous en ai déjà un peu parlé. Et donc, c'est des choses qu'on a fait notamment en collaboration avec Laurence Zitvogel. Et donc, en fait, ce qu'il y avait déjà, c'est le papier de Science 2017 signé par Laurence Zitvogel, où elle a pu démontrer qu'en fait, chez des souris traitées aux antibiotiques où le microbiote était détruit, elle induisait un cancer et l'efficacité de ce qu'on appelle les immune checkpoint inhibitors, qui sont des anti-PD1, anti-PDL1 ou anti-CTLA4, était totalement diminuée. D'accord ? Donc là, elle a pu mettre en évidence qu'en fait, le microbiote avait un effet sur l'efficacité de l'immunothérapie. Donc, ensuite, elle est allée un petit peu plus loin et elle a regardé quelles bactéries manquaient et quelles bactéries seraient éventuellement à rajouter pour restaurer l'efficacité. Et en fait, elle a pu démontrer que Faecalibacterium prosnitzi faisait partie des bactéries qui devaient être là pour avoir une efficacité des anti-PD1. Donc, on peut dire que la composition du microbiote prédit l'efficacité de l'immunothérapie avec des anti-PD1. Depuis, il y a des méta-analyses qui révèlent que le taux initial de Faecalibacterium prosnitzi prédit la réponse aux anti-PD1 chez les patients atteints de mélanome. On a nous-mêmes fait des essais via une CRO dans un modèle souris. Alors, le modèle souris était assez simple. On détruisait ou pas le microbiote de souris. On induisait un cancer. On les traitait avec des anti-PD1, avec ou pas FPRO. Et à notre grande surprise, en fait, chez les souris dont le microbiote a été détruit et chez lesquelles on a induit un cancer, traité aux anti-PD1 et rajouté FPRO, on retrouve en fait une efficacité comme avec un microbiote intact. D'accord ? Donc, ça, suite à ces résultats, c'est de la même manière. Benjamin les a montrés au board d'Excellium. Et suite à ces résultats, en fait, on a publié cette publication dans Onco-immunologie avec Laurence Zitvogel, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on a convaincu le board d'investir dans des essais cliniques chez l'homme. Et comme vous le voyez, donc là, on va tester notre médicament FPRO chez des patients atteints de cancer gastrique, chez des patients atteints de non-small cell lung cancer, chez des patients atteints de carcinome hépatocellulaire et de carcinomes rénaux. Et je vous ai dit, on a 2 autres essais cliniques qui sont maladie de Crohn et patients infectés à C. difficile. Donc là, vous voyez que je vous disais que l'immuno-onco était vraiment le domaine dans lequel l'incidence de bactéries commensales pourrait être le plus significative. Je pense qu'on a su convaincre le board d'Excellium d'investir dans ces essais. Donc, les perspectives, c'est de continuer la caractérisation d'FPRO de son mode d'action, de développer éventuellement des manipulations génétiques d'FPRO et de lancer et mener ces essais cliniques chez l'homme d'FPRO comme médicament chez des patients. Parce que la dernière chose que je voulais vous dire, c'est quand vous montez une start-up et que même vous êtes successful en termes de levée de fonds, donc là aujourd'hui, on a levé à peu près 30 millions d'euros. Les 30 millions d'euros, ils nous permettent de faire ces essais cliniques, mais c'est tout. Après, c'est fini.
On a des sous jusqu'à… C'est juste pour… Si vous vous lancez dans une start-up, il faut savoir ça. Hein. Avec les 30 millions d'euros, on peut vivre encore 2 ans. D'accord? Et donc, dans les 2 ans, l'espoir, c'est qu'un de nos essais cliniques marche, c'est sur les 6 essais, et que ça puisse attirer des big pharma pour racheter la boîte et faire des essais cliniques cette fois sur beaucoup plus de patients. Parce que là, vous avez vu, on est à une centaine de patients, on a entre 40 et une centaine de patients, ce qui est loin d'être suffisant pour démontrer des effets bénéfiques sur des larges populations. Et après, nous, on ne pourra pas se payer ça. Donc, c'est la destinée d'une start-up, c'est ça. C'est de se faire racheter par plus gros. Voilà. Donc ça, je voulais remercier tous les partenaires qui ont participé aux travaux que je vous ai montrés. Et je voulais notamment insister sur la collaboration que j'ai établie depuis 2007 avec Harry et Jean-Marc Châtel, qui est un des découvreurs de la MAM. Et ça, c'est tous nos partenaires académiques et industriels avec lesquels on travaille, notamment donc Benjamin, le CIO d'Excellium. Donc, je vous remercie de votre attention. Je remercie tous les membres de mon équipe. Et donc, ça c'est une petite vidéo qui a été faite par une boîte de communication, c'est très petit, très court, qui bosse pour le ministère de la Recherche. Alors, j'espère qu'elle va passer. Moduler l'équilibre de notre microbiote intestinal grâce à de nouvelles bactéries probiotiques, c'est ce que propose une équipe de chercheurs. Leur labo ProbiHôte de l'INRAE de Jouy-en-Josas recherche des bactéries probiotiques de nouvelle génération provenant de notre microbiote intestinal, c'est-à-dire des bactéries jamais administrées chez l'homme auparavant, mais déjà présentes dans notre organisme et qu'on pourrait inclure dans un aliment fermenté ou en complément alimentaire, voire un médicament. En 2008, Philippe Langella et Harry Sokol ont exploré le microbiote intestinal de personnes en rechute ou en rémission de la maladie de Crohn, caractérisée par des crises de douleurs digestives pouvant entraîner un cancer du côlon. Ceux en rémission portaient une bactérie qu'on ne retrouvait plus chez les patients en rechute, portant ce nom imprononçable, mais également appelé F-Pro. L'idée alors est d'utiliser cette bactérie probiotique anti-inflammatoire comme potentiel médicament pour rééquilibrer le microbiote intestinal de malades de Crohn. Grâce à leur start-up Excellium Biosciences, ils ont réussi à produire F-Pro sous forme de médicaments administrables chez des malades de Crohn en parallèle du traitement habituel et espèrent observer une rémission plus rapide. Ces essais cliniques sont en cours. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal comme résumé. Hein. Ils sont forts. Moduler l'équilibre. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. C'était c'est vraiment passionnant, en fait. Et c'était merci beaucoup de nous avoir pris par la main sur le microbiote pour aboutir à son utilisation, le focus sur F-Pro et la start-up. Je trouve que la fin avec la valorisation, c'est extrêmement engageant et impressionnant. Et on a bien le message sur les 30 millions d'euros. On sait bien ici que la recherche clinique coûte très cher et qu'avant d'avoir les résultats escomptés, voilà. Bon, j'ai des milliards de questions, mais pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Émilie Catrino, tiens, je te donne le micro. Oui, j'avais une question sur alimentation et F-Pro. Est-ce que vous avez vu des régimes alimentaires ou qui favorisent F-Pro du coup? Votre question est très bonne et effectivement, on peut tout à fait essayer de favoriser les niveaux de population d'F-Pro de façon assez simple. Par exemple, si vous mangez des produits alimentaires avec des bifides, les bifides, en fait, ils produisent de l'acétate qui est un substrat pour F-Pro pour produire du butyrate. Donc, nous, on a fait des cross-feeding en tube entre des bifides et des F-Pro, ça leur fait beaucoup de bien, F-Pro, en fait. Si vous faites des co-cultures avec des bifides, ça marche très bien. Et le reste, on a identifié également des prébiotiques, notamment de l'amidon résistant, donc vous pourrez trouver en complément alimentaire, notamment, mais il y a d'autres fibres aussi qu'on peut retrouver comme l'inuline, dans les artichauts, qui ont des effets, mais je sais qu'on a fait une manip qui était relativement intéressante. On a à Michaelis, en fait, on a une animalerie de rongeurs à flore contrôlée. C'est-à-dire qu'on a des animaux germ-free dans lesquels on peut mettre les microbiotes qu'on veut. Et donc là, on avait mis des microbiotes avec des niveaux de population plus ou moins élevés d'F-Pro et on les a nourris avec de l'amidon résistant. Et donc, ceux qui, par exemple, avaient des microbiotes humains avec peu d'F-Pro,
si on les nourrissait avec l'amidon résistant, ben, ils atteignaient le niveau maximal d'EFPRO. Donc, c'est une façon également d'entretenir son microbiote et d'entretenir son niveau de population d'EFPRO. Ça, on peut tout à fait le faire via l'alimentation en mangeant des fibres ou des compléments alimentaires avec de l'amidon résistant. Voilà. D'autres questions? Oui, Florent. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, moi, j'ai aussi pas mal de questions, mais je peux juste commencer avec une. Je voulais savoir, quand, vu la complexité et la spécificité du microbiote humain, pour moi, ça paraît logique de me dire des compléments probiotiques vont difficilement avoir un impact puisqu'on peut le détruire à 98%, il revient comme il était. Donc, comment vous expliquez l'efficacité de votre traitement avec une seule espèce bactérienne et éventuellement, comment ça va s'appliquer à toute une population qui va avoir des microbiotes différents Là, la question que vous posez, en fait, c'est l'histoire de la médecine personnalisée quelque part. Et en fait, ça pose effectivement un problème. Nous, les résultats qu'on a eus avec, notamment en immunothérapie, là, où on détruit le microbiote, vous induisez un cancer, vous mettez des immune checkpoint inhibitors, vous n'avez pas d'effet et vous rajoutez votre seule bactérie, vous restaurez l'efficacité. On a été les premiers surpris. Donc, on n'a pas de réelle explication, mais c'est effectivement extrêmement surprenant. Et pour C-difficile, c'est un peu pareil. C-difficile, en fait, il faut partir de la base que le seul traitement qui marche, c'est des traitements du transfert de matière fécale. Et là, au moins chez la souris, avec une seule bactérie, on les protège de la sporulation des C-difficile qu'ils hébergent. Donc, votre question est complexe et je n'ai pas de réelle réponse à vous apporter parce que, effectivement, c'est surprenant. Et non, mais je trouve que c'est une super bonne question. Effectivement, c'est un vrai sujet, mais du coup, les essais cliniques vont sûrement montrer qu'il y a des sous-populations, des clusters, etc., qui répondent mieux que d'autres. Sans doute. Et même au sein des Mickey, peut-être. C'est sûr. Là, déjà, pour le recrutement des patients Mickey, quand on parle de médecine personnalisée, ben, on ne va pas prendre des patients Mickey qui ont beaucoup de fécalibactérium, déjà, pour essayer d'optimiser le potentiel effet qu'on pourrait avoir. On est obligé de stratifier quand même quelque part nos patients. Déjà, on le fait. Donc, on fait un peu de… On ne va pas au tout venant. Comme on n'a pas beaucoup de sous, comme on a accès à pas beaucoup de patients, on essaie de faire le tri pour essayer de se donner le plus de chances possibles, quoi. Est-ce que vous pensez que le F-Pro, c'est aussi peut-être un cheval de Troie, c'est-à-dire que en favorisant l'activité de F-Pro, vous favorisez d'autres souches qui sont intéressantes? Sans doute, parce que je pense que ce n'est pas le seul producteur de butyrate. Et donc, je pense qu'il va générer une atmosphère, au moins locale, qui peut favoriser d'autres producteurs de butyrate. Donc, on ne met pas cette hypothèse-là. Il faut qu'on la vérifie. Elle est pertinente. Pour l'instant… Il y a des aliments qui peuvent permettre de réaugmenter le F-Pro. C'est la deuxième génération, c'est-à-dire qu'on n'en a pas directement dans les aliments, mais on a le microbiote. Et donc, il a dit que manger de l'amidon résistant permet de favoriser le développement de F-Pro dans l'intestin. Donc, ça peut être… L'amidon quoi? L'amidon comment? Amidon résistant, ça s'appelle. Apparemment, je crois qu'il y en a dans les artichauts. Ah Cru. Je ne sais pas. Oui, bah, on n'a pas tout entendu sur ce que vous avez dit. On n'a pas compris non plus s'il y avait une question dans ce commentaire. Moi non plus. Bon, non, bon. Je n'ai pas compris non plus. OK, c'était peut-être une conversation parallèle sur F-Pro. Peut-être. En tous les cas, du coup, moi, je quand même, pour parler un peu, sortir de l'intestin. Donc, est-ce que
est-ce qu'on pourrait se dire que c'est un anti-inflammatoire qui dépasse parce que tu as bien vu, enfin, tu commences sur le cancer non à petites cellules. Ouais, mais... j'aurais tendance, parce que c'est pareil, pour le cancer, on n'a pas la moindre idée de la... D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à publier ce papier. Il est publié dans un journal relativement correct, mais voyant ce qu'on avait obtenu, on pensait le publier bien mieux. Mais ce qui manque, c'est le mode d'action. Ils nous disent c'est beau, tu es tout seul, tu augmentes l'efficacité de l'immunothérapie, mais explique-moi comment tu fais. Et ça, pour l'instant, on n'a pas de clé. Et donc, par rapport à ce que tu suggères, effectivement, c'est un anti-inflammatoire, mais des fois, dans le labo, ils nous disent c'est un vrai couteau suisse, FPRO, parce que là, tu viens de l'utiliser contre la grippe et ça marche aussi contre la grippe. Donc, nous, on comprend plus tout, quoi. Voilà. Ouais, mais contre la grippe, c'était comme anti-inflammatoire, non? C'est un anti-inflammatoire, oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est quand même. C'est dans l'axe intestin, poumon et tout. On ne s'attendait pas à avoir des résultats aussi significatifs non plus. Est-ce qu'il y en a dans le microbiote pulmonaire? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est vraiment intestin-poumon. C'est ça, c'est vraiment axe intestin-poumon, ce qu'on a mis en évidence. Mais là, pour l'instant, ces travaux-là, par exemple, Excellium, ça ne les intéresse pas. Parce qu'en fait, Excellium, ils considèrent qu'ils veulent développer un médicament. Bah, à ses investisseurs, il n'a pas dit on va faire un complément alimentaire, il a dit on va faire un médicament. Et donc là, les compléments alimentaires pour prévenir la grippe, ça ne l'intéresse absolument pas. Donc on a déposé le brevet et il nous a dit tu peux aller le proposer à d'autres, mais nous, on ne fera pas. Voilà. Donc, parce qu'après, quand vous montez une boîte, ça c'est une autre leçon, c'est que vous n'êtes plus boss de la boîte. Vous la montez, vous êtes actionnaire, vous êtes CSO, mais celui qui décide tout, c'est Benjamin. Voilà. Donc, nous, on était tout contents des résultats qu'on avait eus. Lui, c'est focaliser médicaments. Il a une sorte de contrat moral aussi avec les investisseurs à qui il leur a dit je vais développer un médicament. S'il se pointe et qu'il leur dit je développe un complément alimentaire, c'est qu'une histoire de sous, tout ça. Hein. C'est qu'en fait, ils ont mis des sous pour pouvoir retomber sur leurs pattes avec des revenus d'un médicament et pas d'un complément alimentaire. Hein. Ce n'est pas les mêmes. Hein. Allez-y. Ah, le profil des investisseurs, c'est une bonne question. En fait, il y a une boîte pharma, donc je peux le dire parce que je pense que ce n'est pas confidentiel, c'est Biocodex qui a mis une partie des 7 millions qui nous ont permis de démarrer. Et après, c'est des investisseurs en biotech. Donc, c'est des banques, c'est la BPI. La BPI a mis beaucoup de sous dans Excellium. Je pense qu'on doit être à 4 à 5 millions de la BPI hein, en termes d'aide. Hein. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et ensuite, je vous dis, c'est des investisseurs, soit européens, soit d'autres pays. Mais aujourd'hui, la levée de fonds, ça a l'air d'être un sport compliqué, et notamment en France. Et c'est beaucoup plus simple de lever des fonds aux États-Unis. Donc là, on est en discussion avec des boîtes américaines qui ont levé des fonds beaucoup plus que nous, avec des résultats beaucoup moins parlants, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils en sont à 100 ou 150 millions d'euros de levée. Donc, ce n'est pas les mêmes niveaux, quoi. Vous voyez, la levée de fonds, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut en trouver un bon de CIO. Là, le nôtre, il a fait l'ESSEC et un master de bio à Pasteur. Là, il peut faire le même topo que je vous ai fait. Là, il peut le faire. Et après, il peut vous parler du profil des investisseurs et tout. Mais c'est rare d'en trouver des comme ça. Hein. Allez-y. Oui. Oui, on a beaucoup parlé au niveau de la maladie de Crohn, mais est-ce que ce complément alimentaire que vous pourriez proposer aurait des actions bénéfiques pour d'autres pathologies inflammatoires par exemple, pour l'IBS, c'est pareil. Là, à la base, on bossait avec Merck et eux, ils ne voulaient pas faire de médicaments. Ils voulaient faire un complément alimentaire parce qu'en fait, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un trouble fonctionnel intestinal et ce n'est pas considéré comme une pathologie. Et ça les intéressait le syndrome de l'intestin irritable parce que c'est une pathologie dans laquelle on pouvait quand même distinguer les IBS constipés, diarrhéiques et les deux.
Et donc, pour faire un éventuel essai clinique, on aurait quand même pu stratifier. Donc, on aurait pu tester un complément alimentaire, pas au tout venant, mais on aurait pu stratifier notre population. Et nous, on était super intéressés. On avait développé toute la stratégie pour le tester, donc dans quelque chose qui n'était pas une maladie, qui était le syndrome. Comment cette maladie, on ne peut pas appeler ça vraiment une maladie, mais ce syndrome est diagnostiqué, c'est plutôt par piste à la fin de trouver quelque chose qui est plus souvent induit par le stress ou... Oui, tout à fait. Ça peut être des constipations, des maux de ventre, Mais il n'y a rien de je pense que c'est entre guillemets qui est... Je pense que c'est 30% des consultations des gastro-entérologues de ville, ces troubles-là. D'accord? Donc, ça a intéressé Merck, effectivement. Hein. Et l'actibiane dont je vous ai parlé, la pilège, je pense que c'est un complément alimentaire qui a pour objectif d'équilibrer le transit intestinal et de lutter contre ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable. Voilà. Il y a un gros marché, on va dire, et il y a eu quelques études cliniques, dont celle de l'actibiane, là, qui ont démontré des effets, mais ça reste léger et généralement, les gens qui sont atteints de syndrome de l'intestin irritable, ils vont à la pharmacie, demandent à leur pharmacien un complément alimentaire pour le transit, et puis c'est bon, hein, et qui n'a pas été validé autrement que, il me semble, hein. Ah ouais. Je ne suis pas médecin, mais il me semble que c'est ça. Hein. Tu connais bien cette question-là, et c'est tout à fait ça. Après, apparemment aussi, peut-être que ça marche. Hein, il y en a qui marchent. Hein, pour ne pas aller trop loin, mon épouse souffre de syndrome de l'intestin irritable. Elle essaie des probiotiques. Il y en a qui marchent et il y en a qui ne marchent pas. Hein. Et ils n'ont pas fait l'objet d'études cliniques, pas du tout. Hein. Mais il y en a qui marchent. Voilà. Mais tu parlais de la médecine personnalisée, je crois qu'on est en permanence avec des gens chez lesquels ça va faire quelque chose, des gens chez lesquels ça ne fait rien. Nous, on est confrontés à ça avec les macrolides. Moi, je voulais t'interroger là-dessus, parce que du coup, les macrolides, donc tu as bien montré que ça bouleversait quand même de façon importante le microbiote, comme tous les antibiotiques, mais ils sont utilisés depuis très longtemps dans les maladies bronchiques chroniques. Donc, ici, il y a Émilie qui connaît bien ça, mais les dilatations de bronches, mais aussi certains cas d'asthme sévère et de BPCO, où quand on n'a plus de ressources, hein, finalement, on essaye au pifomètre un traitement par macrolide, c'est l'azithromycine qu'on utilise en général, 3 fois par semaine. Il y a des patients qui sont transformés. C'est vrai? Transformés. Il y en a d'autres qui ne répondent pas du tout. C'est vrai dans toutes les pathologies bronchiques chroniques inflammatoires, y compris les dysfonctions chroniques du greffon pulmonaire, tu vois, où il y a il y a l'azithromycine marche très bien parfois, pas du tout d'autres fois, vaguement encore d'autres fois. On a beaucoup prôné un effet anti-inflammatoire des macrolides pour donner une vague explication à ça. Je suis persuadé que ça n'a jamais été testé, ça, l'effet anti-inflammatoire. Si, et on peut trouver des diminutions de la production de TNF-alpha ou des choses comme ça, mais c'est probablement indirect et c'est pas tonitruant. En revanche, l'hypothèse quand même, c'est que ça passe par une modification du microbiote favorable chez certains patients, inutile chez d'autres, et on aimerait bien savoir, c'est un peu le but du travail qu'on fait avec Vinciane. Avec Vinciane, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Où on fait microbiote digestif et microbiote de l'expectoration induite, qui permet de regarder ce qu'il y a dans les bronches pour essayer de voir après si on arrive à déterminer des sous-groupes de patients répondeurs aux macrolides qui ont un microbiote particulier. Je ne sais pas si sur les macrolides, toi, tu as... Parce que c'est sûr, hein, il y a quand même beaucoup de... Il y a peut-être des choses à faire ensemble à ce niveau-là. Ouais. Ah ouais. Du coup, on fait déjà indirectement, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analogies entre les maladies chroniques de l'intestin et les maladies chroniques des bronches. Et donc, comme tu l'as dit, d'interaction entre les différents microbiotes et les microbiotes digestifs et les autres organes. Et voilà. C'est intéressant, ça. J'en rediscuterai avec Vinciane. Alors, on peut en rediscuter plus tranquillement dans un autre cadre, une autre fois aussi, avec plaisir. Tout à fait. C'est un sujet passionnant. Tu n'as pas de commentaires supplémentaires à faire, Émilie, par rapport à ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit de bêtises? Ça modifie les colonisations un peu des patients, ça diminue
un peu l'importance d'hémophilus dans les bronches. Donc, les patients colonisés à hémophilus, ça vous l'avez démontré, ça vous l'avez vu, ça. Oui, et puis ça joue sur le biofilm des bactéries, leur adhérence, etc. Donc, il y a des effets par là qui doivent... Ah non, c'est super intéressant, hein. Ouais, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'autres questions, d'autres remarques? Eh ben, si ce n'est... Et à distance, peut-être, parce que on peut... Il n'y a pas de main levée. Non. J'avais juste peut-être une dernière chose à vous dire, mais là, la boîte américaine dont je vous ai parlé, ben, eux, ils commercialisent. Donc, c'est là que la législation n'est pas tout à fait la même. C'est que nous, si on veut commercialiser une bactérie commensale vivante, c'est un médicament. Eux, ils commercialisent des mélanges d'Akkermansia mucinifila. Je pense pour éventuellement, c'est Alberi. Ils ont embauché Alberi parce qu'elle avait du diabète ou je ne sais pas quoi. Et depuis qu'elle prend ça, elle en a moins. D'accord? Et donc, elle est rentrée au conseil scientifique de la boîte. Mais bon, c'est la boîte qui a levé 100 ou 150 millions. Et en fait, comme il y avait des restrictions quand même, ils sont allés voir dans les salles de musculation les mecs qui font de la muscu. Et ils ont vu qu'ils prenaient du lait maternel et que dans le lait maternel, il y avait Akkermansia. Donc, ils avaient franchi le fait que Akkermansia pouvait être administré quotidiennement à des gens. Donc, ils sont malins, hein. Ils sont allés chercher des explications de ce type-là. Parce qu'ils avaient un peu, à l'époque où ils ont lancé leurs produits, les mêmes restrictions qu'en France, à savoir, jamais été administré avant, quid des conséquences. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Antoine.